Bienvenue sur Hub Santé TV. Amélie Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au responsable du pôle ressources humaines hospitalières de la Fédération hospitalière de France. On dira FHF pour aller plus vite. Tout à vos fait. côtés, Héloïse Hallyday, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en psychologie et chargée de mission au CHU de Clermont-Ferrand. Ensemble, j'ai envie que nous abordions le thème de la qualité de vie au travail et également par connexion, la question de l'attractivité des métiers de l'hôpital. Aujourd'hui, ce monde, cet écosystème de la santé vit une véritable transformation, des restructurations à l'échelle des territoires, des contraintes budgétaires importantes. J'aimerais savoir, Amélie, comment la FHF justement aborde cette question d'attractivité et de qualité de vie au travail. Alors c'est des sujets, comme vous l'avez évoqué, qui sont assez connexes. Et donc on va avoir une action et on va porter des engagements et attendre des engagements aussi au niveau national sur les deux sujets de façon conjointe et parallèle. Alors sur l'attractivité, par exemple, on a constaté depuis quelques années des difficultés de recrutement au niveau du personnel médical notamment. Donc il y a des spécialités plus touchées que d'autres, mais d'une façon générale, selon les territoires, on constate ces difficultés. D'ailleurs, il y avait un article du Monde tout récemment sur ces difficultés de recrutement. Et c'est vrai que ce que la FHF a fait, c'est qu'on est reparti des besoins et des attentes des professionnels. Donc en 2017, il y a une grande enquête qui a été conduite auprès des professionnels médicaux avec un taux de participation assez intéressant, assez important, aussi bien auprès des étudiants qu'auprès des praticiens hospitaliers en exercice. Et donc, on en a tiré des conclusions intéressantes, notamment en matière managériale. S'en est suivi un travail de mise en valeur de ces réponses avec la construction d'un MOOC qui est accessible sur le site de la FHF et qui permet d'avoir les retours de grands hospitaliers, des médecins, des non-médecins, des directeurs, des non-directeurs, enfin tout un panel de personnalités qui répondent et qui donnent des clés concrètes et des outils concrets, des outils juridiques, des outils managériaux sur l'attractivité et la question du management hospitalier pour le personnel médical notamment. Et de cela, la réflexion s'est poursuivie en élargissant du personnel médical à l'ensemble de la communauté des hôpitaux avec ce rapport, je vais le montrer, qualité de vie au travail, un rapport très opérationnel. Tout à fait. Alors ça, je ne dirais pas qu'on a élargi depuis le personnel médical, mais en tous les cas, on a conduit parallèlement et plutôt en même temps un travail sur la qualité de vie au travail en général. Alors le rapport, il est effectivement fait pour être très concret. Il porte les engagements de la FHF, les engagements politiques aussi que nous portons auprès des pouvoirs publics, aussi bien des attentes au niveau national, au niveau macro, qu'au niveau de l'établissement. Et puis jusqu'au niveau du service, avec des prérequis, des préconisations au niveau des services sur comment améliorer concrètement la qualité de vie au travail de tout un chacun à l'hôpital public. Alors dans ce rapport, d'ailleurs, on trouve une liste de 20 préconisations que vous portez d'ailleurs au niveau du gouvernement. On le sait, aujourd'hui, il y a un projet de loi sur l'organisation et la transformation du système de santé et vous portez ces valeurs, ces préconisations. Un rapport tiré d'un travail de terrain, mais aussi allié avec un travail de recherche. Je le disais, Héloïse, vous êtes chercheuse en psychologie. C'est important de pouvoir croiser ces deux regards. Et vous, dans ce rapport, vous avez été en charge de toute cette revue de littérature. En deux mots, c'est quoi une revue de littérature ? Alors, une revue de littérature dans le monde de la recherche, c'est une compilation narrative ou statistique d'un certain nombre de résultats de recherche qui, parce qu'ils sont plutôt récents et pertinents dans le champ vis-à-vis des questions posées, méritent de faire l'objet d'un travail très complet, très global pour les présenter tous ensemble et donc montrer à quel point soit ils convergent, soit ils divergent sur certains éléments. Et alors justement, est-ce qu'il y a eu un point de convergence significatif que vous avez repéré dans cette revue de littérature ? Oui, tout à fait. Étant une grande convaincue de la question, j'en étais assez contente. On m'avait posé initialement 4 questions de recherche, mais qui se traduisent, je trouve très bien pour les administrations de santé. Quel est l'impact de la QVT sur la performance des établissements de santé ? Quel est l'impact des réformes récentes dans le monde de la santé sur la qualité de vie au travail dans les établissements ? Et puis, quels sont les meilleurs modes de management et les types d'organisation qui sont le mieux à même de favoriser la QVT des personnels soignants, mais pas que, puisqu'il y a aussi personnel technique, administratif, logistique. Résultat des courses, ce qui compte surtout, c'est le collectif de travail, car la reconnaissance, l'autonomie, la valorisation du travail fait, tout passe par le travail d'équipe et le sentiment d'être ensemble et de faire collectif. Donc ce sentiment d'appartenance, donc si je comprends bien, finalement, quelle que soit la réforme ou la réorganisation, c'est la façon dont on va l'implémenter, dont on va la mettre en œuvre, qui va jouer sur son appropriation. Alors ça, pour le coup, ça a été une grande surprise pour moi, c'est-à-dire que
Ce que j'ai compris des réformes, du moins des travaux qui ont été faits, notamment sur l'implémentation de la tarification à l'activité et de l'informatisation dans les services de soins français, c'était que ce n'est pas tant l'outil qui compte que la façon dont il est implémenté. Autrement dit, l'organisation prime sur la technique, ce qui, je trouve, se voit aussi au niveau du management. C'est vraiment au niveau de l'organisation qu'il y a une vision qui se déploie à tous les échelons du management, dont le niveau micro qui est quand même essentiel. Alors forcément, Amélie, j'imagine que ces enseignements vous ont fait réagir. Alors quand je dis vous, c'est vous, la FHF, vos équipes. Ce sentiment de collectif, la participation, donc c'est comment vous travaillez dans ce sujet-là ? Alors tout à fait, donc nous avons travaillé avec Héloïse sur la question en amont dans le rapport qualité de vie au travail. Et donc pour prolonger ce travail et pour encore une fois outiller les établissements, c'est vraiment notre rôle d'aider les établissements, de valoriser les bonnes pratiques. Nous sommes en train de construire un guide méthodologique sur le management participatif, comme le disait, qui est vraiment ressorti à la fois de l'enquête de terrain qu'on avait conduite et de la recherche qu'on a conduite dans le cadre du rapport qualité de vie au travail. Et ce guide méthodologique, là aussi, il sera à la croisée d'initiatives. J'imagine qu'il en existe déjà sur le terrain, et puis d'un regard plus dézoomé de recherche. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est la même logique qu'on a poursuivie. Donc là, on est en train de réunir et de compiler, pour parler simplement, des expériences de terrain qui sont déjà très probantes et qui fonctionnent bien, qui fonctionnent à des échelles différentes, au niveau de taille d'établissement, en termes des CHU, d'établissements plus petits, sur des publics différents, avec les professionnels d'encadrement ou tous les professionnels de santé d'un établissement, par exemple. Et puis, nous avons travaillé avec Héloïse pour distinguer plusieurs types, on va dire, de management participatif et bien montrer les outils et les concepts qui sont utilisés dans le cadre de ces expériences de terrain et qui sont mises en œuvre et qui seront valorisées dans notre guide. Alors dans ce temps de transformation, il y a un sujet que je n'ai pas abordé, c'est l'arrivée de nouveaux métiers, notamment dans les hôpitaux. Alors des nouveaux métiers soignants, je pense aux infirmiers et infirmières de pratique avancée, mais aussi des métiers non soignants techniques comme le responsable sécurité des services d'information, pour citer deux exemples très différents. Donc là aussi, il va falloir accompagner aussi l'intégration de ces nouveaux profils, de ces nouvelles compétences au sein de ces collectifs. Tout à fait. Alors, il faut savoir que le monde de la santé, c'est un monde qui évolue beaucoup, qui se prête beaucoup à l'innovation, parce que l'innovation en santé, l'innovation médicale, c'est vraiment le cœur de métier de l'hôpital public. Donc, on est quand même habitué à ces implémentations et à l'arrivée de ces nouveaux métiers. Donc là, si je prends l'exemple des infirmiers et infirmières en pratique avancée, donc c'est un master qui vient d'être créé, donc on est en train de voir émerger les premières générations d'infirmiers et d'infirmières en pratique avancée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la façon dont ça a été construit, et ça rejoint un peu la question du collectif, c'est que de plus en plus, on n'a pas forcément capitalisé ou favorisé des projets individuels. Ce sont vraiment les projets de service qui sont ressortis. Je m'explique concrètement. Dans un établissement de grande taille, un CHU par exemple, où l'établissement va s'engager à financer 1 ou 2 ou 3 ou 4, voire jusqu'à 5 ou une dizaine de personnes sur un projet de master en pratique avancée. La façon dont les personnes ont été choisies pour ce master, c'est qu'elles ont déposé une forme de candidature en répondant collectivement avec un projet de service. Et c'est bien un besoin de compétences identifié au niveau du collectif qui a été valorisé et qui après se porte bien sûr sur une personne qui va pouvoir suivre ce master. Mais c'est bien encore une fois des logiques collectives qui ont été mises en avant et non pas des désirs individuels de construction d'un projet par exemple. Alors pour conclure très rapidement, Héloïse, tout à l'heure vous avez dit 4 questions vous ont été posées dans cette revue de littérature, notamment celle de l'impact de la qualité de vie au travail. Les hôpitaux, comme de nombreuses structures publiques, sont soumis à des évaluations qu'il faut chiffrer. Il y a des tableaux de bord immenses où il faut mettre des chiffres tous les ans. Comment on évalue la qualité de vie au travail et est-ce qu'on peut justement mettre des chiffres en face de cet enjeu ? Alors vous vous doutez bien que la chercheuse en psychologie que je suis risque de vous dire non, ou du moins pas que surtout, parce que la plupart des études que moi j'ai regardées essayaient de chiffrer l'impact de la qualité de vie au travail, ou plutôt de trouver des médiateurs entre la qualité de vie au travail et une meilleure performance. Sauf que ces médiateurs, ils sont très nombreux, on pourrait faire une liste à l'après-vert. Moi, ce que je trouve très important, c'est de poursuivre cette démarche, de ne pas tant tenter peut-être de trouver des statistiques, de quantifier, mais de qualifier avec les mots des professionnels. Et le dernier rapport de l'ANACT, qui date de juin 2018, sur la qualité de vie au travail dans les établissements de santé, dit exactement la même chose en matière d'évaluation. Il faut évaluer de façon aussi qualitative. Très bien. Bien, merci beaucoup. Amélie Roux et Héloïse Hallyday pour ces explications.
À très vite sur Up Santé TV.